sport santé, moi je suis content d'évoquer ce sujet parce que je vais vous le dire en toute transparence, c'est un sujet que je ne maîtrise pas du tout. À chaque fois, je veux prendre du temps de, de comprendre ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça signifie derrière. Et donc là, je suis content que tu sois là aujourd'hui parce que je vais beaucoup apprendre, donc je suis ravi. Alors, première question, quand on parle sport santé, de quoi parle-t-on vraiment, Guillaume? Alors, en intro, je vous dirais que je vais l'aborder en toute humilité, pour la simple et bonne raison, c'est que le sujet est autant intéressant que clivant. Vous comprendrez pourquoi après. Quand on parle de sport santé, on parle beaucoup en fait d'activités physiques et d'activités sportives qui vont concourir au bien-être et à la santé des personnes et des pratiquants. Donc ça veut dire que c'est assez large, parce que souvent on parle souvent de sport. C'est vrai qu'en sport santé, on parle beaucoup d'activité physique. Pour la simple et bonne raison, c'est que le sport souvent est très codifié. Donc on parle du terrain de tennis avec les lignes, un cadre formalisé, une fédé, voilà. Et sur les activités physiques, on va parler d'activités physiques de loisirs quotidiennes, donc le jardinage, le bricolage, voilà. Tout ce qui peut être utile au quotidien, en fait, va faire que ça va rentrer, ça va concourir au bien-être et à la santé de la personne. Et souvent, ça c'est pas souvent, c'est la définition qui est donnée par l'OMS, la santé, c'est pas une absence de maladie, c'est plutôt un état de complet bien-être physique, mental et social. Donc ça veut dire qu'en fait aujourd'hui, quand on a dit ça, on a un peu tout dit, puisque la plupart des clubs travaillent sur cet angle-là, travaillent aussi bien sur l'aspect physique, social et mental. Donc en fait le sport santé, je vous dirais que la plupart des clubs aujourd'hui en font sans le savoir. C'est juste qu'après on peut le faire à des degrés différents. Eh ben, tu vois, moi je pensais que le sport santé c'était dédié uniquement à des personnes qui avaient certaines pathologies particulières, tu vois. Et oui, mais non. Oui, quand tu réfléchis bien, le sport santé, quand tu pratiques le sport, c'est aussi au fond pour être en bonne santé. Et au final, nous, quand on réfléchit sport santé derrière, on pense aux affections de longue durée, aux personnes qui sont atteintes d'un cancer, où en effet, il va falloir avoir des spécificités en tant que coach pour mieux les accompagner, mieux les comprendre. Et c'est là où, en effet, les formations viennent compléter les compétences des coachs. Mais à la base, le sport, c'est pour être en bonne santé. Tout à fait. Le premier, il y a plusieurs niveaux de prévention, et le premier niveau, effectivement, c'est je viens et je pratique une activité physique en me disant que demain, j'évite tous les facteurs de risque et tout ce qui pourrait arriver. Malheureusement, aujourd'hui, ça concerne beaucoup de personnes en France et partout dans le monde. Donc voilà. Et ça, les clubs en sont remplis. Hein. D'ailleurs, tu avais une question dans ton quiz qui disait, si je me souviens bien, quel est le nombre, je crois, de personnes qui sont atteintes d'affections longue durée, maladies chroniques. Ouais. Globalement, il est dit en France qu'on est quasiment sur un tiers de la population, quoi. Ah ouais. Donc entre les diagnostiqués, entre 15 et 20 millions, entre les diagnostiqués et non diagnostiqués, parce qu'il faut savoir qu'aussi sur tout ce qui est hypertension, diabète, prédiabète, tout ça, il y a plein de personnes qui n'y vont pas, de peur d'eux, alors que pourtant il y a des choses qu'on peut contrecarrer. L'activité physique fait partie de la solution, est souvent citée comme thérapie non médicamenteuse, donc c'est fondamental. Ok. Et du coup, le label, parce qu'il y a un label du coup sport santé, mais c'est quoi du coup qu'est-ce qui fait qu'on reçoit ce label en fait? Alors en fait, il y a souvent c'est ce que je dis, il y a deux clés d'entrée. Il y a le voir à travers les pouvoirs publics et le voir d'un point de vue privé. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup des maisons sport santé. Qui sont déployés effectivement sur le territoire depuis de nombreuses années. L'objectif est que ça soit croissant. Donc là, l'objectif de la maison sport santé est plutôt avec des fonds d'État, et c'est de mettre le pied à l'étrier, d'accueillir, de faire du diagnostic, de faire des tests, éventuellement de proposer de l'activité physique, certains le font mais pas tous, ou sinon d'orienter. Donc c'est-à-dire c'est donner de la clarté justement à un maximum de personnes qui peuvent être atteintes de maladies chroniques. Et ensuite, il y a le volet privé. Et aujourd'hui, le volet privé est couvert par un label qui s'appelle le label Salle Sport Santé ou établissement Sport Santé, qui est mis sur pied par la Société française de sport santé, la SF2S. Et la SF2S, c'est une société savante scientifique qui regroupe des médecins, des professionnels de santé, des paramédicaux, des sportifs. Et en fait, ça n'a pas une vocation commerciale. La vocation, c'est d'identifier, de mailler le territoire et de proposer justement des lieux qui soient qualitatifs, des sursites sur lesquels les médecins peuvent s'appuyer et dire ok, là il y a un vrai gage de qualité, donc du coup on peut y aller. Ok, donc la stratégie du sport santé, de tout ce que tu me dis, si je comprends bien, c'est tu as le premier volet, c'est une partie prévention qui va être faite au niveau de ces maisons de santé.
Et après, le service de prise en charge des personnes, j'ai dit prise en charge, je ne sais même pas si c'est le bon mot, est fait dans les structures privées, en gros. Alors, oui et non. Je te dirais prévention, ça sera plus de l'ordre de l'État. Hein. C'est les campagnes de l'ONAPS. Voilà. Aujourd'hui, on peut être sportif de haut niveau et être parfaitement sédentaire, quoi. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut que les personnes comprennent ça, parce qu'aujourd'hui, un sportif de haut niveau, effectivement, il va faire son activité physique et sportive, mais qui dit dans son quotidien qu'il n'est pas sédentaire? Parce qu'il passe du temps en interview, il passe du temps sur son PC à répondre des mails, et effectivement, si son temps assis commence à être assez conséquent et que sa dépense énergétique à ce moment-là est proche de zéro, on peut se dire ok, c'est chouette de pratiquer de manière régulière et même journalière, mais ça ne veut pas dire que voilà, il n'y a pas autre chose, il n'y a pas d'autres facteurs de risque et tout ça. La croissance d'année en année là, depuis le lancement de ces salles sport santé, est-ce que tu la connais, les chiffres d'année en année sur le développement du nombre? Non, c'est difficile à dire parce qu'il y en a qui sortent et il y en a qui rentrent et il y en a aussi qui malheureusement ont disparu. Nous, on a pas mal de clubs qui étaient des clubs pour le coup indépendants, qui n'ont pas tenu la crise Covid et qui sont sortis assez rapidement parce que financièrement, ils ne tenaient plus, quoi. Et tu sais pourquoi financièrement ils ne tenaient plus? Je crois que c'est un problème de structuration de l'offre. Ouais, non, je maîtrisais pas 100% ça. Après, il y a plusieurs angles sur le sport santé. Souvent, c'est de se dire aussi, il y en a beaucoup qui me disent « Oui, mais moi, je ne veux pas faire que du sport santé. » Mais très bien, c'est le sujet, il ne faut pas faire que du sport santé. Il y a des clubs qui font du full sport santé. Soit des studios avec des appâts et qui ne font que ça, soit des clubs qui se sont orientés là-dessus et qui ont dit moi je n'accueille que des publics appâtaux, je ne fais que de la prévention et je le fais de manière très sécure et voilà. Ça veut dire quoi, appât? Donc activité physique adaptée. Okay. Donc on le distinguera avec les éducateurs sportifs, mais aujourd'hui, moi dans mon sentiment, c'est très difficile d'avoir un club et de le mettre en 100% activité physique adaptée. Pour moi, il doit être... souvent, c'est pas inclusif. Et c'est ce que je dis, on est dans un monde d'inclusion. Aujourd'hui, quelqu'un qui a un cancer ou qui a une maladie chronique, la richesse de la salle de sport, c'est la mixité. C'est que le chef d'entreprise puisse discuter avec le demandeur d'emploi, qui discute lui-même avec la personne qui a une maladie chronique à côté dont il n'a pas connaissance, quoi. C'est marrant parce que hier, je faisais mon footing du dimanche là, et j'avais cette réflexion-là de me dire, mais c'est vrai qu'on a des structures qui sont 100% dans ce que tu dis là, mais je me dis, mais c'est dommage parce que tu as tout ce qu'il faut pour accueillir du coup un plus large public, et donc tu te focalises sur une cible bien particulière, et du coup tu te coupes je trouve de ce lieu social qui est le club, où il y a cette mixité qui se met en place et tout, et je te rejoins à 1000% là-dessus. Quand tu es labellisé Sport Santé, Club Sport Santé, il y a des leviers avec toute la partie médicale pour générer aussi une suite après une OP, après tout ça. Est-ce qu'il y a des stratégies à mettre en place sur tout ça? Oui, il y a des stratégies. Après, c'est un peu complexe et disparitaire. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a des territoires qui sont dits de sport santé. Je pense au Grand Est ou à la Bretagne, où je dis pas que les autres ne le sont pas, mais je dis juste que ces territoires-là étaient précurseurs, et c'est vrai qu'il y a plein d'actions qui sont mises en place. Donc c'est plus facile, effectivement, d'adresser, de discuter avec des médecins ou des professionnels de santé. Après, il y a deux catégories. Il y a ceux qui, je dirais même trois, il y a ceux qui ne veulent pas en entendre parler, qui sont peut-être un petit peu... vieille école, je suis désolé même si ça pique pour certains. Il y a ceux qui veulent y aller et disent sont 100% promoteurs, au contraire allez-y, et surtout faites de l'activité physique, que ça soit dans un club ou pas, faites-le. Et puis il y a ceux qui sont neutres, c'est-à-dire qui disent je sais pas trop. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'un professionnel de santé déjà n'a pas le droit forcément de faire de l'adressage, ce qu'on appelle de l'adressage, c'est-à-dire flécher vers un endroit plus qu'un autre. Et le deuxième sujet, c'est de se dire aujourd'hui un médecin ne mettra jamais en jeu sa crédibilité, et j'entends tout à fait, hein, ça reste, il y a on va dire le syndrome de la blouse blanche, et puis serment d'Hippocrate, il y a plein de choses aussi qui font que ces personnes-là sont qualifiées, et grandement qualifiées, et heureusement qu'ils sont là aujourd'hui, mais c'est de se dire comment justement les professionnels de l'activité physique et ou du fitness peuvent travailler avec justement ces médecins, alors qu'il y a beaucoup de personnes qui pourraient avoir de la prescription d'activité physique, et effectivement, voilà. Oui, parce que c'est l'une des clés, j'ai l'impression que c'est ça, c'est la prescription d'activité physique. Et tu disais que la limite, c'était l'adressage, c'est-à-dire que, alors on est à Lourdes, si je vais voir mon médecin traitant à Lourdes, il ne peut pas dire va au fitness club 4 étoiles, mais par contre, il peut quand même prescrire
Il peut prescrire de l'activité physique. S'il est bien renseigné, informé, il peut tout à fait savoir ce qu'il y a sur son territoire et diffuser en disant voilà les options qui s'offrent à vous. Et quand on parle prescrire de l'activité physique, ça veut pas dire pris en charge par la sécurité sociale. On est d'accord sur ça? Ouais, tu as tout à fait raison de le mettre en avant parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la grosse problématique, c'est qui dit prescription d'activité physique dit souvent remboursement, quoi. Prise en charge. Ouais. Tu vas chez le médecin, on te fait un diagnostic, on te prescrit, derrière tu as un remboursement mutuel et CPAM, qui est plutôt à l'aise en France, même si il commence à y avoir Certaines des mutuelles, disparités. ça existe ou pas? Par contre, les mutuelles, oui. Okay. Il y a une classification des mutuelles. Alors, c'est très complexe parce que ça dépend beaucoup du niveau de couverture de la personne, bien sûr. Ça dépend aussi de la stratégie et de la vision de la mutuelle. Certains vont mettre le braquet, par exemple, sur les maladies cardiovasculaires parce que ça reste le premier risque de mortalité dans le monde. Mais il y en a, ça va être les cancers. Il y en a, ça va être le diabète. Il y en a, ça va être les troubles musculo-squelettiques. Voilà. Et ça peut aller, grosso modo, moi, de ce que j'ai vu, de 30 € de prise en charge à 600 €. Quoi. Tu vois, en Suisse, là, j'avais regardé un peu le marché suisse. Je sais pas si tu vois ou pas. C'est rigolo parce que tu me dis ça parce que j'ai été sollicité il n'y a pas très longtemps justement pour le marché en Suisse. En Suisse, là, tu as un réseau d'indépendants qui est pas privé comme nous. J'ai l'impression que c'est plus public, un peu sous fédération ou association, je ne veux pas dire de bêtises. Et en fait, quand tu vas sur leur site, il y a justement cette mise en avant où ils ont fait une classification de clubs. Et en fonction de la classification de ton club, ça permet aux mutuelles de pouvoir prendre en charge certains abonnements. C'est nickel. Moi, je trouve ça très malin. Oui. Donc voilà, c'est hyper intéressant. Et puis c'est de manière préventive. Donc pour une mutuelle, c'est vachement intéressant de réduire ses frais de santé, pour le coup, en prescrivant de l'activité physique ou en mettant une incitation. Souvent, c'est montré comme ça, c'est une incitation. Et je trouve ça bien. Ouais, mais du coup, est-ce que une solution, ça serait pas que Fabien, localement, il fasse cette démarche-là, peut-être d'appeler les médecins ou de les inviter à une soirée médecin, un repas pour leur expliquer comment la structure fonctionne et tout ça? Je sais pas, j'ouvre les réflexions. Moi, c'est ce que je conseille généralement quand un club est labellisé. J'essaye de leur dire faites un event et essayez de convier un maximum de professionnels de santé, paramédicaux, adjoints au sport, voilà, toutes les personnes que vous pouvez drainer autour de chez vous. Peut-être que vous allez faire 150 invitations et que vous aurez 20 personnes. C'est pas grave, les 20 personnes qui seront là, en fait, vont pouvoir voir la qualité de ce que vous proposez. Le sujet, c'est pas de mettre en avant le club de Fabien, le sujet, c'est de mettre en avant la qualité d'accompagnement des coachs, comment ils ont été formés et qu'est-ce qu'ils font au quotidien qui fait que, justement, leur crédibilité n'est pas mise en jeu et que, bien au contraire, il y aura des résultats et que voilà. Après, je suis d'accord avec toi, mais c'est quand même une méthode de génération de leads, de bouche à oreille. Oui. Voilà, un marqueur de différenciation aussi. Oui. Non, mais clairement, il y a un vrai sujet sur le sport santé. Est-ce que tu peux nous donner les étapes pour devenir sport santé? La formation, le temps, est-ce qu'il faut un coach avec un certain diplôme? Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut plus faire ou à ne pas faire dans un club qui a cette responsabilité? Combien ça coûte, la formation, tout ça? C'est hyper intéressant. Ouais. Oui, il y a plusieurs étapes. Première étape, formation. Non pas parce que c'est mon sujet, mais parce que globalement, tout part des compétences. Donc en fait, est-ce que dans le club, j'ai ce qu'on appelle un enseignant en activité physique adaptée? D'accord, donc quelqu'un qui a fait une licence ou un master en activité physique adaptée. Ça, c'est une clé d'entrée. Donc là, on est sur vraiment du diplôme purement universitaire. Donc eux ont vraiment l'environnement très global. Ils ont vraiment tout. Ils savent quels sont les parcours de soins, avec quels professionnels médicaux ils travaillent. Souvent, ils ont fait pas mal de stages en clinique, en hôpitaux. Ils ont fait vraiment de l'activité physique adaptée au sens... ils sont directement dans le parcours en première intention. Il y a un truc que je comprends pas. Du coup, là, de ce que tu es en train de me dire, ça peut être ça la différence entre un DUST qui est une formation beaucoup plus professionnelle et du coup les licences et masters où tu vas voir ces pans-là, du coup faire le pont entre le médical et la pratique c'est là où c'est un peu clivant. C'est là où c'est un peu clivant parce qu'aujourd'hui, les APA, la filière a été conçue de manière universitaire justement pour accompagner ces publics-là. Sauf que force est de constater qu'aujourd'hui, moi, pour avoir travaillé avec les deux et pour faire du recrutement, je sais qu'il va y avoir des personnes qui sortent d'APA. Tu les mets en salle de sport et tu te mets en situation d'échec et tu les mets en situation d'échec. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas cette notion d'entraînement sportif. Donc, s'ils n'ont pas cette appétence
et qui ne se sont pas renseignés et qui n'ont jamais travaillé dans une salle de sport, tu vas les mettre sur un leg press, ça va leur parler, tu vas commencer à aller sur un peu de programmation et rapidement ils vont te sortir des exercices qui sont fantastiques mais qui permettent pas de rentabiliser tes mètres carrés de salle de sport. Donc je dis c'est bien et c'est pas bien. Et à l'inverse, tu as des CQP, des Dust, des BPGEPS qui ont cette parfaite appétence de la salle de sport et de l'environnement fitness qu'ils maîtrisent à 200% et qui ont juste besoin de canaliser et de mettre en évidence leur expérience et de mettre une petite couche supplémentaire de compétences. Ça ne veut pas dire que parce qu'ils ont cette couche supplémentaire de compétences, ils sont aptes à encadrer tout le sport santé, mais ça veut dire que voilà, l'expérience après fera le job. Donc du coup très clair. Donc pour avoir accès au label Sport Santé, il te faut cette personne-là dans ton club. Il te faut une formation, donc soit un APA, soit un diplôme BP, CQP, Dust qui a été formé spécifiquement au sport santé. Attention, toutes les formations ne se valent pas non plus, hein. Il y a de tout et de rien. Vous allez trouver des MOOC sur Internet où en une demi-journée, on te dit c'est bon, vous serez éducateur sport santé. Et puis tu as des formations où tu commences à aller sur du 40, 50, 60, 80 heures, où là par contre on est un peu plus sérieux, quoi. Oui, toi tu t'es plus dans les sérieux, toi. Oui, puisque non, mais nous, la formation qu'on va proposer, c'est la SF2S, donc la Société Française de Sport Santé, qui l'a mis sur pied. L'objectif étant de se dire, aujourd'hui, tout ne peut pas être couvert ni par les maisons sport santé, ni par les APA. Le sujet, c'est de se dire comment on inclut les éducateurs sportifs dans la boucle. Et donc, du coup, c'est tous ces médecins-là qui ont concouru et qui ont fait que cette formation est possible. Donc, si moi, dans mon club, je n'ai pas de coach APA, j'ai que des BPGEPS, Dust, CQP, on fait cette formation. Oui. C'est OK derrière. C'est déjà le premier niveau, c'est-à-dire qu'il y aura le volet compétences qui sera développé. Donc la formation, en plus, elle n'est pas très longue, elle s'étale à peu près sur 40 heures, moitié e-learning, moitié présentiel, distanciel. Donc voilà, c'est largement accessible, elle s'étale à peu près sur 2 mois. Il y a 4 visios de 2 heures et une journée de présentiel en regroupement local sur lequel on va vraiment travailler la mise en pratique et des fois, on essaye même de travailler au contact d'associations de patients, de sorte à ce qu'il y ait vraiment des personnes, et ça vous permet de connecter aussi avec les différentes associations sur place. Et ensuite, après, c'est pour ceux qui veulent aller plus loin et qui veulent mettre une chape de qualité dessus, c'est de se dire, OK, allons chercher la labellisation. Et la labellisation, en fait, il va y avoir un dossier administratif qui va être constitué, qui permet de vérifier si déjà, d'un point de vue, je dirais, légal, même si tous les clubs globalement le sont, mais je vois encore des choses un peu luberlues, mais de vérifier qu'il n'y ait pas de conditions générales de vente un peu, que tout soit conforme, diplôme, carte pro, que les personnes qui enseignent aient bien la compétence. Parce que là aussi, on parle de choses qui semblent être du commun des mortels, mais ça ne l'est pas tout le temps. Ensuite, la deuxième chose, c'est formation. Donc, c'est formation des éducateurs. Une fois que c'est fait, derrière, c'est qu'est-ce qui est mis en place et qu'est-ce qui est formalisé dans la démarche. Donc, je suis public à pathologie. Moi, je suis auditeur, je viens dans le club, je me dis, OK, voilà, j'ai un diabète de type 2. Aujourd'hui, quelle est la prise en charge qui va m'être proposée ? Et donc, du coup, ça permet de retracer, de refaire tout le fil. Et derrière, en fait, ça va permettre d'avoir un cahier des charges complet qui se compose avec une partie commission administrative qui dit c'est OK, c'est pas OK. Et ça déclenche la visite d'un auditeur si c'est OK, qui lui va faire un rapport et la commission va dire OK, ça rentre parfaitement dans le cadre, on valide. Et donc, du coup, la labellisation est décernée pour 3 ans. Ok, super clair. Très bien. Et du coup, un club qui est labellisé Sport Santé, ça a quel avantage pour lui Alors, premier avantage, je dirais, même si je ne devrais pas dire ça parce qu'on parle de sport santé, mais commercialement parlant. Aujourd'hui, la plupart des gérants me disent OK, mais le top one, c'est quoi qui va me différencier ? Le top one, c'est juste de dire aujourd'hui, madame, monsieur le prospect, vous mettez les pieds dans un club qui est un petit peu plus qualitatif que les autres pour la simple et bonne raison, c'est que je réponds à un cahier des charges supplémentaire. Donc, ne serait-ce que pour ça, dites-vous bien que il y a un certain nombre de critères qui ont été évalués et tous ces critères concourent à la qualité. C'est pour ça que je parle souvent, même si on ne peut pas l'apparenter du tout à ça, mais à une norme ISO qui est très stricte, encadrée, qui permet de mettre en avant cette démarche qualité-là. Donc, on est vraiment sur ces sujets-là. Le deuxième sujet, c'est de dire aux personnes, il y a du personnel formé qui a la compétence pour vous encadrer, peu importe la bobologie que vous allez avoir. Et le troisième sujet, c'est de dire, il y a une prise en charge qui est qualitative, quoi. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que tout le monde vend du suivi, tout le monde vend de l'accompagnement, du 6-23, du 7-22. Sauf que moi, je fais souvent l'exercice en formation en prenant des clubs du territoire avec les gérants de club et je mets des citations, je prends des verbatims de sites internet, je les colle et puis je cache les enseignes et je leur dis maintenant, retrouvez quelle est votre citation de site internet là. Parce que la clé d'entrée, on le sait, 80% c'est du digital et donc du coup,
Je sais pas, c'est peut-être la 2 ou peut-être la 4. Ok. Bon, souvent, c'est la surprise parce qu'en fait, même tout le monde, les anciens nationales, tout le monde dit la même chose. Et en fait, c'est de se dire, pour le commun des mortels ou le prospect qui va venir aujourd'hui, faire du suivi dans une salle de sport, c'est la base et tout le monde le fait. Sauf que tout le monde ne le fait pas à même échelle. Je suis bien d'accord. C'est vrai. Et du coup, quand tu accompagnes des coachs justement sur le suivi, l'accompagnement, peu importe la pathologie, est-ce que tu as un process qui est clair? Tu parlais tout à l'heure de tests au démarrage. Tu peux nous en parler un peu plus de ces suivis? Souvent, c'est la clé d'entrée. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu sous-coté. Moi, Sophie, ma compagne, là, qui intervient justement sur les DUST, sur les CQP et les BPGEPS, c'est un peu oublié. On y passe, mais on y passe très rapidement, les tests. Alors qu'en fait, aujourd'hui, n'importe quel prep physique te dirait, si je dois encadrer un athlète, j'ai pas le choix en fait, il faut que je lui fasse des tests. Je veux pas qu'il me dise, moi je suis le champion du monde du quartier, si j'ai pas évalué son niveau, quoi. Et le problème, c'est que des champions du monde en club, il y en a beaucoup. Vous devez le voir, et d'ailleurs ça fait rire beaucoup les coachs quand on parle de prise en charge, mais il y a toujours l'ancien qui a fait du régional en foot ou qui était proche du national et qui s'est arrêté, et puis tu lui fais un test de VO2 max ou tu lui fais faire un test de marche, tu te rends compte que soit c'était vraiment il y a très longtemps, soit on est resté au niveau départemental bien local, quoi. Donc ça c'est la première chose, parce que en fait c'est ce qui fait la garantie résultat, quoi. Donc s'il y a des tests qui sont mis en place et qui sont qualitatifs, et du coup voilà, et ça apporte une vraie valeur, une vraie plus-value. Et aujourd'hui, je le dis pour les gérants parce que c'est peut-être un insight fort, mais de dire on peut mettre tout ce qu'on veut dans un starter pack, dans un pack d'entrée, dans un pack suivi, dans du coaching, mais en fait la clé, c'est pas de dire j'ai un super impédance mètre, ça va vous donner ça. La clé, c'est de dire on va faire une photo de départ, et suite à cette photo de départ, quand on va se revoir, moi je suis capable de vous assurer que vous aurez des résultats. Et selon là où on met le braquet, on verra là où les résultats vont se jouer. Et donc, du coup, ça permet de parfaitement personnaliser la prise en charge. Et ces tests-là, on les voit pourquoi en sport santé? Parce qu'il y a des tests qui sont très simples et il y a des tests qui sont validés scientifiquement, ce qu'on appelle validés scientifiquement, donc qui font état de référence sur le secteur. Et donc, du coup, on ne peut pas ne pas passer à côté. Et qu'on parle du médical ou qu'on parle de la salle de sport, quand on parle d'un test de marche 6 minutes, quelque chose d'assez simple à mettre en place et qui, vous pouvez échanger facilement avec une maison sport santé ou un professionnel à pas là-dessus, ça reste une valeur qui est de base et qui est souvent mesurée et mesurable. Le test de marche 6 minutes, ouais, c'est tu ça. peux nous en parler? Ouais, c'est un test de marche, alors souvent qui est fait sur 25 mètres. Alors souvent il est fait dans un couloir d'hôpital, et l'idée c'est d'apprécier un peu la capacité cardio-respiratoire de la personne. Pourquoi? Parce que les maladies respiratoires, ça fait partie des grandes causes de mortalité dans le monde aussi, mais tout le monde n'est pas égal face à ça, et tout le monde ne peut pas faire un test de VO2 max ou faire un test de marche ou autre. Et en fait, ce test sur 25 mètres, on met des plots, on essaye de graduer à peu près tous les 5 mètres. L'objectif, c'est que la personne parcourt le plus de mètres possible, justement, sur ces 6 minutes. Et en fait, après, il y a une classification, c'est pour ça qu'on dit validé scientifiquement, il y a une classification de 1 à 5 pour les hommes, les femmes, et on sait dire, voilà, on est dans des seuils où on est un petit peu inférieur à des seuils traditionnels, où on est largement au-dessus, il n'y a pas trop de sujets. Et ça fait valeur de référence, et un test, dans la mesure où il est duplicable et reproductible dans les mêmes conditions, ouais. Peu importe, la personne, elle a fait 564 mètres au premier, elle le refait 6 semaines ou 8 semaines après, elle fait 568 mètres, c'est très bien, c'est que ça veut dire qu'il y a une progression. Ouais. Donc voilà, c'est ça qu'on va mesurer. Ouais, tu étais intervenu dans le réseau pour venir alimenter l'une de nos capsules sur le premier bilan forme. Ouais. C'était hyper intéressant. On a une capsule stratégique en effet que tu peux activer à n'importe quel moment, qui permet d'avoir justement la construction d'un premier bilan ou de bilan régulier, ce qui permettent de suivre l'adhérent au fil du temps. Et donc Guillaume, t'étais venu avec nous pour justement compléter l'approche. Ouais, ces tests, ils sont toujours intéressants, hein. Même en tant que coach, ça vient enrichir ton suivi et ton accompagnement, quoi. Oui, et puis souvent, c'est ce que je dis, c'est on se met difficilement à la place d'eux, en fait. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Quand tu as une personne qui ne peut pas faire un squat à pas de corps parce qu'elle est en obésité c'est difficile. Quand tu es sportif de tous les jours, que tu vibres du sport, c'est difficile de se mettre à sa place. Et puis moi je l'ai vécu, la plupart des personnes ne font pas forcément l'effort sur l'alimentation. Ouais. Donc c'est pour ça que je dis l'impédance métrie est très bien, il y a des super trucs, mais
Ça peut pas être la seule valeur de référence. Ouais. Parce que déjà, motivationnellement parlant, quand tu vends un abo à 60, 70, 80, 100 balles par mois, la personne repart, ça m'est arrivé il y a pas très longtemps dans un club, elle vient pour son deuxième bilan et la personne, le coach lui dit vous avez perdu 3% de masse grasse, c'est super, voilà. Alors que la personne, elle s'est mise c'était sur une région proche de l'Atlantique, du coup elle se met à faire du longe-côte, donc elle marche, elle vient à la salle de sport 2 fois par semaine. On lui dit tu as perdu 3% de masse grasse et tu payes 90 balles par mois. Moi, j'ai senti tout de suite dans le mindset en accompagnement le coach qu'il y avait un sujet chez la cliente. Et donc, du coup, il avait la possibilité de faire un test de VO2 max. Je lui ai mis ce petit coup de pied dans la chaise pour lui dire je pense que ce serait pas mal qu'on lui refasse un petit test de VO2 max. Il se trouve qu'effectivement, la personne avait pris quand même 8 points. Donc, c'était quand même énorme. Et là, je lui ai dit il faut vraiment que dans le débrief, il faut que tu mettes le braquet là-dessus. Parce que c'est ça qu'il faut. L'alimentation, on a bien compris qu'on n'allait pas lui enlever son demi-fromage tous les soirs, mais l'autre sujet, c'était la capacité cardiovasculaire, respiratoire, le fait de courir derrière ses petits-enfants, d'aller les chercher, de monter les escaliers facilement, tous ces parallèles du quotidien qui font que, voilà, là, ça apporte une vraie plus-value. Il y a des études qui met une corrélation entre la VO2 max et la santé ou l'espérance de vie, ou il y a des choses comme ça. Oui, il y a ça. Il y a ça sur la VO2 max, effectivement. On sait qu'une personne qui a une VO2 max somme toute élevée, ou en tout cas qui la maintient et qui fait de l'activité physique pour la maintenir, effectivement, déjà évince un maximum de facteurs de risque, et de deux, ça ne va pas prolonger son espérance de vie, mais en tout cas, ça va lui permettre une autonomie qui soit beaucoup plus longue, ça c'est sûr. Et par contre, sur la force, sur les tests de force, qui sont assez simples à mettre en place, mais simplement préhension avec ce qu'on appelle un hand grip, ça c'est mesuré, c'est validé scientifiquement. On sait que c'est simple à mettre en place, mais meilleur c'est, et plus vous vivrez longtemps. Toi, t'as fini deuxième, toi, le réseau fitness sur le grip, là. Juste derrière Moses. Moi, j'étais content, mais en fait, j'étais loin derrière. Mais tu vois ça, le hand grip, ouais. J'ai bien dit le H. Ouais. Tu vois, c'est un truc que je trouve hyper intéressant de mettre en place dans un club, parce que c'est ultra visuel, quoi. Ouais, complètement. Mais je suis complètement d'accord. Moi, les tests de force, aujourd'hui, je les fais avec les machines e-gym. Ce qui me permet quand même d'avoir une belle vision au niveau de la force et de l'évolution. Tu peux nous en dire un peu plus comment tu fais toi aujourd'hui sur tes tests Ouais, quand un client démarre au club, dans son onboarding, dans son pack de démarrage, en premier, il fait son test. En fait, on l'intègre sur toutes les machines e-gym systématiquement. Et il fait tous les tests de force. Ce qui fait que juste après, alors ça peut être dans la foulée ou le lendemain, il a son bilan avec son coach. Donc son coach référent, celui qui va s'occuper de lui tout au long de sa vie dans le club, il va démarrer avec déjà les objectifs et le pourquoi profond qu'il récupère du moment où il a fait son histoire sportive lors de la vente. Tu vas pas chercher que le pourquoi. Tu vas chercher le pourquoi profond. Exactement, on veut l'objectif, mais on veut le pourquoi profond. Voilà. Si tu veux perdre 10 kilos, je veux savoir pourquoi. Voilà. Et donc on remet ça sur la table. Avec le test de force, on fait l'analyse corporelle, on va faire des tests de mobilité, du coup on va voir la force, de cardio, on va revoir l'alimentation. Et 5e point, je crois que c'est sur le style de vie, lifestyle, quoi. Donc il y a 5 points et du coup on a un hexagone, quoi. Et du coup, c'est tout récent, parce qu'initialement on n'avait que l'analyse corporelle. Et du coup, en fait, ce qui fait que d'un rendez-vous à l'autre, on peut voir les évolutions sur 5 piliers différents. Voilà comment on fait. Et c'est très bien parce que je trouve qu'en plus, toutes ces solutions-là, elles gamifient un petit peu. Et aujourd'hui, pour quelqu'un, il faut que ça soit le plus simple possible. Donc si justement, c'est l'avantage un peu du secteur privé, c'est de pouvoir se permettre, derrière un modèle économique, de pouvoir gamifier et d'avoir ces outils-là. Donc c'est top. Et pour un coach, c'est pas un peu plus pas challengeant, je sais pas comment dire, c'est pas plus intéressant pour le coach. Stimulant. Non, mais c'est certain de voir l'impact, ce que disait Guillaume tout à l'heure, quand tu vois l'impact de ton travail sur les gens. C'est ce qui fait que t'es prêt à te lever le matin et mettre de l'énergie en vrai, même si des fois, financièrement, des fois ça peut ne pas suivre ou quoi, en fait, ça te remet le pied à l'étrier, quoi. Clairement, moi j'avais fait une intervention, on s'était vu aux 30 ans du DOS métier de la forme à Toulouse, et justement, c'était un moment, c'était le sujet, et j'ai dit, pour un coach, c'est super gratifiant de se dire, moi je l'ai vraiment vécu, mais d'avoir des gens qui viennent en club, qui ne peuvent pas faire 5 minutes de rameur, et qui, 1 an et demi, 2 ans après, font 10 minutes de rameur, 15 minutes de vélo elliptique, 15 minutes de marche,
Voilà. Et ça, c'est fou, quoi. C'est fou. Et juste, je rebondis tout à l'heure sur ce que je disais tout à l'heure par rapport à notre process d'intégration dans le club. En fait, moi, je suis vraiment dans une dynamique de formation continue. C'est à chaque année, on veut, mettre les coachs dans une pièce pour travailler ensemble. Deux, du coup, avec une personne qui est spécialisée, qui a réfléchi, pour gagner du temps, en fait, récupérer. Même si quelquefois, on ne prendra pas tout, eh bien, en fait, à chaque fois, on prend quelque chose. Et du coup, la prochaine étape, du coup, c'est Guillaume qui viendra, si tu le veux bien, continuer à faire monter mes équipes en compétences, parce que pour moi, c'est clé. C'est la clé de tout pour les clubs indépendants, de savoir accompagner les adhérents. Le fameux cercle vertueux, c'est modifie tes offres, intègre de l'accompagnement dedans, mets en place un super onboarding pour que ton adhérent ne décroche pas et reste motivé. Suis-le parce que c'est un point régulier avec son coach référent. Donc en gros, il a un rendez-vous hyper important qui fait que oui, il va décrocher moins souvent. Il va avoir des éléments de mesure comparables. Il doit savoir qu'il avance bien, qu'il est sur la bonne direction. Il doit avoir ses petites réussites Exactement. Court terme. Et les gens sont OK à payer 10, 20, 30 euros de plus par mois pour avoir ce niveau de prestation, ce niveau de service. Et donc forcément, moi, c'est un cercle vertueux qui est génial parce que tu as des adhérents satisfaits, tu as un panier moyen plus haut. Du coup, tu mets de la qualité dans ce que tu fais parce que tu as les moyens de le faire. Ouais. Et en plus de ça, ça crée un bouche à oreille dans le club qui est très bon, que tu peux activer très facilement. Et voilà, donc ouais, c'est hyper important pour moi de faire venir des personnes très compétentes qui passent leur journée, leur temps à former d'autres personnes parce que tu gagnes beaucoup de temps, quoi. Ouais, tout à fait. Non, je rejoins parfaitement et je vais même plus loin sur les objectifs et tu parlais de mindset parce que c'est super important pour les coachs. C'est vrai que souvent on fait les choses de manière un peu robotique parce que on enchaîne des bilans toute la journée, tout ça. Et le fait de se challenger, et se remettre en question et voir ça, comme par exemple la fameuse méthodologie SMART pour les objectifs, dont on reparlera peut-être sur le bloc management, mais aujourd'hui des objectifs, souvent ils doivent être co-construits. On dit des objectifs doivent être négociés. Sauf qu'en fait, naturellement, dans une anamnèse où quand je reçois mon nouvel adhérent, c'est quoi vos objectifs ? Même si je vais chercher le pourquoi profond, en fait, ça se négocie des objectifs et c'est de savoir dire, là, ok, je pense que le step, il est peut-être un peu trop haut ou à l'inverse, un peu trop bas. Moi, je te propose plutôt 2. Et donc, du coup, on rentre dans cette co-construction et ça fonctionne plutôt bien. Tu as vu, même la co-construction pour fixer les objectifs, ça marche pas qu'avec ses équipes, ça marche aussi avec ses adhérents. Ouais, c'est beau. Hein. Parce que la motivation, ça on a fait une capsule aussi là-dessus dans le réseau sur la motivation, mais de l'individu de manière générale. Ouais. Et quand les motivations, elles viennent de l'extérieur, c'est-à-dire que ça vient en dehors de toi, un coach par exemple qui te dit il faut que tu perdes 10 kilos, c'est complètement différent comment tu l'acceptes, plutôt que ça vienne de toi et que tu dises bon ok, je vais essayer de perdre 5 kilos et je vais me motiver à ça. Quand ça vient de toi, la motivation est plus forte et plus durable. C'est pour ça, c'est très bien ce qui est fait déjà. On parle en sport santé souvent d'entretien motivationnel, ça fait partie de la formation aussi. Pourquoi ? Parce que l'entretien motivationnel, c'est je vais chercher le pourquoi profond et qu'est-ce qui amène à ce changement et pourquoi la personne aimerait faire ce changement. Et cette question, pourquoi vous aimeriez faire ce changement et de pouvoir boucler, y revenir régulièrement, c'est ce qui te permet d'aller chercher la vraie clé, quoi. C'est génial. Ouais, totalement. Et ça, tu le retrouves partout. Hein. Enfin, même nous, quand moi j'accompagne des gérants de clubs de fitness au quotidien, c'est pas une chose facile parce que on a tous nos enjeux de la journée, nos problématiques et tu bosses avec des gérants qui ont plein de choses à gérer et pourtant tu dois les rappeler sur le focus, c'est quoi là l'étape du mois quoi. Et ça c'est super dur. Donc en effet, ces clés là de motivation sont tu les vois partout quoi. Et c'est pas facile parce qu'il y a de l'humain. Ouais, tout à fait. Mais du coup, moi j'ai quand même cette question, tu vois, c'est qui les profils clients cibles du sport santé en fait? Je te dirais tout le monde. Ouais, tout le monde, puisqu'avec le premier niveau de prévention, c'est je pratique une activité physique en me disant que demain j'évince les facteurs de risque et que s'il venait à survenir quoi que ce soit, je suis meilleur. Donc moi je suis intimement convaincu et peut-être que je me trompe, mais je suis pas sûr. Aujourd'hui, le taux de pénétration sur le secteur et sur le marché du fitness, on se rend compte qu'il n'a pas quand même énormément bougé avant Covid et maintenant. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, c'est mal adressé.
Non pas pour dire arrêtez de faire ce que vous faites, mais parce que je pense que, et moi j'en discute beaucoup avec des gens autour de moi, quand on parle de remise en forme ou de fitness, c'est encore malheureusement les stéréotypes du hangar avec des poids qui claquent et des bodybuilders. Alors qu'en fait, le marché se segmente. Moi je prends souvent le parallèle avec l'aviation, puisque quand EasyJet est arrivé, ils ont cassé tout un marché économique autour de l'aviation, et puis force est de constater qu'avec les années ça s'est structuré, que chacun a revu un peu sa proposition de valeur et qu'il y a du Volotea, il y a de l'EasyJet, il y a autre chose, et puis il y a aussi des gens qui volent avec Emirates et qui volent avec Air France, qui en sont très contents et qui changeraient pour rien au monde. Donc voilà, donc je te dirais que aujourd'hui le marché ne se développera qu'avec le fait que j'aille chercher et que j'adresse des nouveaux messages aux personnes pour leur dire venez en fait, mais venez pratiquer juste pour votre équilibre, pour votre santé, pour la notion de bien-être, et pas que pour de la perf ou pas que pour atteindre des objectifs. Il y a beaucoup de personnes qui vont venir en club, et d'ailleurs ça déstabilise des coachs ou des gérants. C'est quoi votre objectif ? Je sais pas, en fait, j'y ai pas vraiment réfléchi. J'ai vu de la lumière et je sais qu'il faut que je fasse de l'activité physique. Ok, bah ça c'est difficile à traiter parce qu'on se dit ok, c'est quoi l'angle d'approche et je vais où ? Sauf qu'en fait, ça va être la majeure partie des clients qui vont venir sur ce marché-là. Ouais, tu veux dire la santé en final, ils viennent pour la santé. Pour Oui, être bien. C'est ça. Ouais. Santé, décompresser, passer un moment sympa, le lien social. Beaucoup de gens qui rentrent dans le cadre du sport santé, notamment les publics seniors, viennent pour le lien social. J'ai perdu quelqu'un, je suis seul. Et c'est souvent ceux qui sursollicitent. Moi, je l'entends beaucoup dans les clubs. Ah, mais oui, mais lui, tu vois, il vient, il est là, Dédé, qui a 70 ans et qui vient tous les jours sollicite l'équipe. Mais parce que c'est quelqu'un qui vient pour le lien social. Et ça fait partie du jeu. Ah, mais tu vois, moi, quand tu me mets sport santé dans la tête, là, je pense justement à ce public senior, tu vois. Ah, bah oui. Mais comment tu pourrais dire à un jeune que. Enfin, je pense que tu le dis, mais lui faire prendre conscience que le travail qu'il fait à 25-30 ans aura un impact sur, comme tu as dit tout à l'heure, son autonomie entre 60 et 80 ans. Quoi. Bah c'est de le confronter. C'est de le confronter à ces publics-là, même si le problème de communication générationnelle, et c'est le même cas sur le block management, mais compliqué quand tu as quelqu'un de 60-70 ans qui s'adresse à quelqu'un qui a 20 ou 30 ans. C'est sûr que les attentes ne sont pas du tout les mêmes, mais force est de constater qu'aujourd'hui, on a plein d'exemples sur lesquels les cas d'activité physique adaptée ont concouru au fait que les personnes vivent très bien et ça partait très mal. Donc, et ça, ça reste quand même des belles réussites, et il y a des gens qui savent bien le véhiculer, le vendre et le marquer. Et au sein des clubs, je trouve que le témoignage, on parle souvent du témoignage, mais on va le mettre en avant dans un parcours CRM où pourquoi lors d'un event ou d'une soirée on ne se servirait pas de Dédé justement qui au-delà de chercher du lien social, avait des problématiques de maladie, diabète et autres, et qui peut partager son expérience. Et effectivement, ça peut toucher certaines personnes et ça crée du lien dans le club. Super intéressant. Tu voulais rajouter quelque chose ? Non, je réfléchissais en parallèle au budget. On a parlé du budget de formation ou pas ? Non, peut-être pas, tu as raison. Parce que c'est quand même important. Enfin, moi, si j'étais en train d'écouter cet enregistrement, j'aurais envie de le savoir. Ouais. La formation en elle-même n'est pas très chère, parce que la formation de 40 heures, elle est vendue 750 €. Ouais. Donc 750 €, ça fait pas très très cher de l'heure. Donc ça permet, c'est accessible. Il y a du budget formation chaque année, on en parlera dans le prochain bloc. Voilà, autant l'exploiter à bon escient, et je pense que c'est un moyen de développer les compétences. Donc c'est plutôt facile, et puis stratégiquement c'est quelque chose qui peut se faire sur plusieurs années, former des équipes. Donc t'es pas obligé de former toute ton équipe en année 1, au contraire, c'est bien de renouveler, faire des flashs et monter en compétences progressivement. Et la labellisation, on est sur le même coût, on est sur 750 € à 3 ans. Donc c'est-à-dire que pendant 3 ans tu payes une fois 750 €, tu es labellisé. Il y a un engagement en qualité chaque année à mettre en évidence, et après il y a un renouvellement. Qu'est-ce qu'il a dit l'archevêque ? Il a dit plein de choses intéressantes. Il a dit qu'il fallait augmenter ses prix. Augmenter vos putains de prix. Il a dit ça comme ça, augmenter vos putains de prix. C'est sa consigne numéro 1 de la compagnie. Moi, en toute franchise, là, pour ceux qui nous écoutent, je connais Guillaume, je sais la qualité de son travail, et sur une formation à 750 €, puisqu'il peut être pris en charge, si je comprends bien. Oui, tout à fait. Wow. Si celle-là ne peut pas être pris en charge... Franchement, faites feu, les yeux fermés. Je pense que la valeur que vous allez obtenir sera exceptionnelle pour votre club. Donc c'est 750 € par coach formé. Oui, et ensuite, la labellisation, c'est 750 € pour le club. Une fois pour le club, pour 3 ans. Il y en a un, c'est sur les compétences, et l'autre, c'est sur la qualité du club. Ouais, donc du coup, tous les 3 ans, il y a un point qui est refait avec le club pour le renouvellement du label. Exact, et puis même tous les ans, pour être sûr qu'en engagement qualité, il n'y a rien qui est changé. Si tu changes l'intégralité de ton effectif et ton staff, forcément, il faudra reformer. C'est un vrai... je sais pas, je veux pas utiliser le mot ange gardien, mais je sais pas comment dire...
tu vois, pour être rassuré sur ta qualité d'accompagnement, c'est quand même quelque chose d'assez puissant. Et puis vous pouvez commencer étape par étape, c'est-à-dire juste faire la formation Oui, bien sûr. et ensuite décider si vous voulez aller plus loin, vous labelliser, faire les dossiers, ci et ça. Et puis il y en a qui le font très bien, hein. J'ai eu des échanges avec des gérants post-réseau FitMeet qui ont une qualité d'accompagnement qui est déjà très bien. Alors après, à voir en vrai sur le terrain, mais... Donc, il n'y a pas vraiment trop de sujets sur la qualité d'accompagnement. C'est plus après sur la formation et le comment. Mais... Ok, très clair. Tu aurais un conseil à donner aux clubs qui veulent se lancer sur ce positionnement ? Je dirais, en fait, il faut y aller en se disant faut pas y aller avec le j'y vais mais j'ai peur. Il faut y aller, il faut s'investir à 100%. Il faut que ça réponde aussi à une vision. C'est-à-dire que, effectivement, si c'est pas ta vision, faut pas y aller. Faut pas le faire par opportunité. Mais à l'inverse, quand c'est ta vision et que tu es là pour améliorer le cadre de vie et la qualité de vie des gens au quotidien d'un point de vue global, faut pas se poser de questions, faut y aller. Tu peux détailler un peu comment tu interprètes toi le mot vision dans ce cadre-là ? Vision, pour moi, c'est clairement ce qu'envisage le gérant et on est sur du très long terme. Donc, c'est-à-dire, c'est effectivement le pourquoi je le fais. C'est le cap que je veux donner, la vision. Et cette vision, c'est après comment je le retranscris dans la stratégie et comment la stratégie, je la mets en exécution. Donc en fait, tout part du top de la pyramide, effectivement. Et cette vision-là, c'est le pourquoi je l'ai fait. Est-ce que je l'ai fait parce que ça s'imposait à moi et auquel cas, il faut peut-être se poser, prendre un temps stratégique et définir cette vision et se dire, OK, qu'est-ce que je veux faire à long terme et quelle est la trace que je veux laisser ou qu'est-ce que je veux impulser auprès des équipes. Ou est-ce que la vision est déjà clairement donnée et je sais pourquoi je suis rentré dans ce métier-là et pourquoi je fais ça. Ok, clairement, tu as un club, tu veux faire du volume et que du plateau muscu à 25 € par mois. Ça rentre. Et le gérant, il veut pas s'embêter avec l'accompagnement, il vient pas, il t'appelle pas. Ça peut faire partie d'une. Pour moi, il n'y a pas vraiment de vision, c'est une stratégie, mais peut-être qu'il y a quelque chose de plus grand derrière. Peut-être qu'en faisant du cash, c'est faire autre chose. Et tu vois, là, moi j'accompagne un club de l'île de la Réunion en coaching. Et lui, en fait, il est clairement dans cette vision d'accompagnement, mais il se confronte à quelque chose d'un local qui est difficile. En fait, la particularité, c'est que c'est difficile de mettre en place de l'accompagnement à l'île de la Réunion parce que globalement, c'est difficile de trouver les bons coachs, la compétence, la motivation et l'organisation. Et en fait, du coup, il est confronté à ça. Et pourtant, il a un vrai pourquoi profond, mais dans la logique globale, c'est OK, mais du coup, est-ce que c'est pas trop d'énergie dépensée pour structurer un accompagnement, un suivi, des rendez-vous réguliers, etc. Voilà. Donc, il y a aussi une partie de... Ça dépend comment ça se passe. Si c'est sa vision, son pourquoi profond, il faut qu'il se batte. C'est compliqué. Et je sais pas si je sais pas s'il a essayé de recruter en métropole. Parce que ça peut être un sacré cadre de vie de partir là-bas. Bon, tu veux rajouter quelque chose sur le sport santé avant de passer sur le bloc suivant, formation des équipes ? Je pense qu'on a couvert pas mal de choses, mais c'est un vrai. Et bien sûr, pour moi, c'est un vrai sujet. Il faut l'adresser en tout cas. Il faut l'adresser, ne serait-ce que pour la cible marketing et 2. Voilà. Très clair. Bon, après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On reste dispo et si vous voulez écrire à Guillaume, on n'est pas dispo. faites-le.